À Fanny Cérez et Kevin Charras de nous rejoindre. Là aussi, vous les avez sûrement lus, croisés ces derniers temps, parce qu'ils sont partout. Donc comme ils sont partout, ils sont forcément chez nous. Fanny Cérez, architecte à Montpellier, et Kevin Charras qui fait plein de choses, mais il l'expliquera tout aussi bien, il n'est pas architecte lui-même. Il gère notamment un living lab, et puis à Rennes notamment. Vous êtes un peu en binôme, ceux qui, depuis quelques mois, ont réfléchi à repenser les lieux d'accueil, leur configuration. Vous avez beaucoup participé à la fois aux travaux de matière grise, mais maintenant dans le laboratoire de la CNSA, dont on reparlera tout à l'heure avec Stéphane Corbin. Vous avez 8 minutes, toutes taxes comprises, puisqu'on est déjà très en retard. On a voulu faire plein de sujets. Donc voilà. Et vous avez un slide que vous manipulez avec ce petit boîtier. C'est à vous. Très bien, donc merci beaucoup, merci à tous. Donc en effet, la question de se sentir chez soi passe par beaucoup de choses, et on voulait prendre un tout petit sujet parce qu'on a un tout petit temps, sachant que c'est une espèce de synthèse. La question domiciliaire est quelque chose qui nous préoccupe depuis 15 ans maintenant. Et le premier constat qu'on fait, c'est que finalement, on a jusque-là un modèle de l'EHPAD qui est très très centré sur lui-même, comme on le disait, une espèce de mini-ville qui satisfait l'ensemble des besoins des personnes, et qu'on tente d'ailleurs de transformer un peu en village, mais la réalité c'est que cet ensemble est assez clos et qu'un bâtiment, même quand il essaye très très fort d'être une ville ou un village, n'est jamais une ville et un village. Et donc vous avez vu sans doute ce genre de bâtiments qui se disent quand même, c'est tous ces lieux qui ressemblent à des hôpitaux, c'est pas super chouette, on n'a pas très très envie d'y aller, donc si on essayait de faire ça un peu mieux, un peu plus joli, un peu comme un village, c'est très vrai, sauf que quand vous êtes là, la luminosité ne varie jamais, le soleil ne se couche jamais, il ne pleut jamais, c'est un petit peu le Truman Show. Et en tout cas, nous, ça nous interroge sur est-ce que le virage domiciliaire ou la transformation domiciliaire des structures, c'est ça, du décor Disneyland comme la vraie vie, ou est-ce qu'on va être capable d'aller imaginer et de comprendre ce qui fait la vraie vie, la vie ordinaire finalement, et comment est-ce que dans les établissements, on va pouvoir sortir de ce comme la vraie vie pour que ça soit se sentir vraiment chez soi, pas le comme chez soi, pas presque chez soi, chez soi. Et ça nous demande de comprendre par quoi ça passe. Alors j'aime bien les BD parce que souvent il y a toute une série de choses qui sont symboliques et qui nous permettent d'explorer finalement les choses qui sont très importantes pour les gens, et la quasi-totalité de ce que vous voyez là est très très difficile à avoir en établissement, alors même que c'est ce à quoi aspirent les personnes. Donc, après, il y a une question qui est purement spatiale. Donc, on dit, jusque-là, on aimerait que les gens, ils habitent là. Oui, très bien, sauf que pour l'instant, c'est des chambres. Et donc, une chambre, c'est un endroit où on peut être hébergé, mais ça ne peut jamais devenir un logement. Donc, à quelles conditions une chambre devient un logement? Qu'est-ce qui lui manque? La cuisine. Et alors ça, je voulais en parler ici parce que c'est le sujet qui fait vraiment débat très très fort. Donc je vais axer mon propos sur ça, mais il y a aussi une deuxième petite chose qui distingue un studio de la chambre d'EHPAD, c'est la taille du lit. Mais ça pourrait être un second sujet une autre fois peut-être. Donc la cuisine. Alors, on se dit quand même, chez moi, je n'ai pas ma cuisine sur le palier, je partage pas avec mes voisins que je connais pas chez moi, ma cuisine est chez moi. Donc, c'est super, et puis la cuisine, ça sert à plein de choses, et ça sert surtout à quoi? À pouvoir choisir toute une série de choses, parmi lesquelles avoir un vrai rôle social, pouvoir continuer à inviter les gens, avoir sa vaisselle, toute une série de choses, même quand bien même on serait alité. Ça, c'est un point qui est très important parce que on se dit, est-ce que vraiment c'est utile? Et quand les cuisines existent, tous les EHPAD qui ont la chance, et je redis, qui ont la chance d'avoir été un foyer logement, ont vu leur kitchenette disparaître, ce qui est un petit peu étonnant. Pourquoi? Parce que la plaque, c'est dangereux. Donc, on peut aussi imaginer des tas de formes de cuisine qui n'auraient pas une plaque, mais qui auraient toutes les autres fonctions. Une autre réalité, c'est d'imaginer aussi qu'avoir un logement chez soi, et que peut-être que le périmètre du chez soi, ça n'est pas que l'espace privatif, c'est comme dans le monde ordinaire, dans une colocation, et que ça puisse être la cuisine collective. Et donc il y a pas mal d'établissements qui ont commencé, à travers les unités de vie, à avoir des cuisines ouvertes. Et là on se dit, très bien, et je pense qu'en effet ça peut satisfaire ce sentiment de chez soi, si tant est que cette cuisine ouverte ne devienne pas un espace professionnel. Donc là vous voyez typiquement une unité où la cuisine a été fermée par le chariot de ménage, les professionnels se sont bien mis derrière, il y a même une chaise qui ferme. Donc en fait on voit bien qu'il y a un enjeu qui est très très grand dès lors qu'on va partager ces choses, c'est comment est-ce qu'on va s'assurer que les personnes pourront encore l'utiliser comme un espace de voisinage et non pas comme un espace professionnel. Et tout ça, ça pose une autre question, enfin deux autres questions. La première qui est celle du regard qu'on porte sur les individus.
Et quand on nous dit, de toute façon, ils sont tous grabataires, à quoi ça sert une cuisine, 20 mètres carrés, ça suffira bien. Et ça, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est même les familles eux-mêmes. Alors je pense que la question, moi je me dis toujours, c'est est-ce que vous déménageriez pour juste une chambre? Et si la réponse est non, quelle est la différence entre vous et eux? Et est-ce que vous pensez qu'avec l'avancée en âge, votre position sur le sujet va changer? Et ensuite, ça pose une question qui est celle du risque et de son acceptation. Avec un autre point, la première, c'est est-ce que le risque est réel ou est-ce qu'il est fantasmé? Combien de personnes sont vraiment mortes et bouillantées par leur cafetière? Et ensuite, comment est-ce qu'on va être capable de partager les responsabilités avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit l'institution, les professionnels, etc., pour que finalement les personnes puissent trouver ce à quoi elles aspirent. Et ce qui est très clair, et on parlait de manque d'attractivité, moi je pense qu'une des premières raisons pour lesquelles l'EHPAD n'est pas attractif, pour l'ensemble des personnes auxquelles il s'adresse, c'est l'impossibilité de satisfaire, au-delà de besoins purement fonctionnels et physiologiques, des choses qui sont plus profondes. Et continuer à pouvoir, même alité, avoir un jus de pomme dans son petit frigo pour que quand sa famille vient, j'ai pas à courir derrière un professionnel, continuer à avoir mes tasses, etc. C'est des choses qui ont l'air très petites, mais qui ont une valeur qui est vraiment très grande. Je laisse faire. Ah oui, oui. Ok, ouais. Bon, merci beaucoup Fanny. Du coup, vraiment dans la continuité de cette logique, c'est vrai que on a essayé d'aborder les choses un peu de façon concrète et de façon un peu plus conceptuelle. Et c'est vrai que quand on se pose des questions finalement de la notion de chez soi en EHPAD, ça interroge sur un certain nombre de notions. Et comme on l'a vu dans les différentes diapositives de Fanny, celui de la notion de l'individu, sa place dans la société, sa prise en considération d'une manière globale, celui de l'architecture évidemment, de ses usages, de ses mésusages aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez important à regarder. Celui de l'organisation, des conditions d'accompagnement. Des diversités territoriales, culturelles, sociales, individuelles qu'on va accueillir au sein de ces établissements. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand on travaille sur ces questionnements-là, on ne va pas aborder les choses et les différents sujets en silo. On va vraiment les aborder de façon transversale, en tout cas, et de façon aussi participative. Pas que dans une démocratie, mais vraiment, tout simplement, en allant interroger les gens, en leur demandant tout simplement ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, au Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité à Rennes, sur lesquels on a mené quelques études sur le sujet. Ce qu'il en sort, c'est qu'il convient tout particulièrement de sortir des sentiers battus. C'est vraiment essayer de think outside the box, c'est sortir du modèle EHPAD pour essayer de susciter des notions ces notions justement de chez soi qui vont aller au-delà de la considération architecturale. Juridiquement, être chez soi, c'est au minimum finalement être locataire d'un logement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Être locataire d'un logement, c'est dire que on jouit d'un bail et ce bail nous permet finalement d'être maître chez soi et de faire à peu près ce que l'on veut chez soi, à condition forcément de ne pas dégrader non plus le logement. Ça, c'est une des conditions qui est assez importante. Et c'est une condition qui est relativement citoyenne dans la question d'habiter. Et c'est aussi une différence qui est finalement fondamentale dès lors qu'on touche aux établissements sociaux, médico-sociaux, qui eux proposent plutôt des contrats de séjour. Et on peut se poser aussi la question, juridiquement, quelle est la différence entre un bail et un contrat de séjour? Un contrat de séjour, il est quand même régi par un règlement intérieur. C'est-à-dire il contraint quand même l'individu dans ses choix, dans ses libertés, dans ses aspirations. Et je pense que c'est quelque chose qui, sans donner une réponse aujourd'hui sur ce qu'il faut faire, mais qu'il faut quand même interroger pour mieux comprendre ce que c'est que l'individu. Être chez soi, d'un point de vue architectural, c'est aussi interroger tout ce qui est de l'aménagement des espaces en lien avec les usagers, redonner la place à laquelle ils aspirent dans la société, la ville, la communauté, le village, le quartier, le voisinage, tout ça. Et en fait, c'est plus aborder l'individu sous l'angle de sa dépendance et des restrictions d'activité qu'elles engendrent, où finalement on va chercher un peu à compenser l'incompensable, mais sous l'angle de ses compétences. Et d'essayer de transformer ces restrictions d'activité en opportunités. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important parce que ça nous dénote quand même la manière dont on va percevoir l'architecture, non pas comme une finalité, mais comme un moyen, comme un support à l'accompagnement, comme un support à l'accompagnement à la vie quotidienne des différents individus. Donc du coup, on sort un peu de cette relation objectale qu'on a avec l'architecture, pour sortir un peu de cette question de comme chez soi, pour aller vers le chez soi. Et en fait, j'emprunterai au philosophe urbaniste Thierry Pacaud, que j'ai découvert avec Fanny, qui préfère plutôt aux notions de management et d'aménagement,
la notion de ménagement, parce qu'il la considère comme beaucoup moins autocratique finalement, et je pense que c'est assez intéressant. En fait, ça nous met la question du ménagement de l'espace, ça nous met dans une sorte de conduite de projet. Et cette conduite de projet, elle est un peu adaptative, elle est adaptative à l'environnement dans lequel on se trouve, aux différents rythmes des individus, aux aspirations, aux différences culturelles, à la diversité d'une manière générale. Et en fait, il s'agit de passer d'une architecture et d'une organisation qui est en quelque sorte plateau technique, qui est intéressante en soi, mais qui ne suffit pas, dans laquelle on va vraiment favoriser la planification, dans laquelle on va essayer de réfléchir à la distribution des prestations, à une planification, à une organisation, une architecture qui est plutôt une architecture organique, presque symbiotique, et qui va essayer de s'adapter à l'environnement dans lequel il se trouve, et dans lequel on va essayer de favoriser justement cette diversité, l'individualisation et l'émergence de nouveaux modes d'accompagnement. En fait, là, on touche vraiment à la modularité. Être chez soi, finalement, c'est aussi une question de mobilité, et je pense que vous l'abordez bien dans ce rapport, c'est comprendre le fait d'être chez soi comme le point de départ et de retour de nos trajets quotidiens. C'est donc aborder les questions de mobilité, d'accessibilité des commerces et des services de proximité dans un rayon qui soit atteignable par les différents individus. On parle de marchabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut marcher ou non jusqu'à un commerce? Est-ce qu'on peut atteindre différents types de services autour de soi? Et pas que les services viennent chez soi, mais qu'on y aille nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Ça nous pose la question de comment est-ce qu'on implante l'EHPAD dans son espace urbain, mais aussi dans son espace paysager. Et je pense que c'est quelque chose qui est relativement important, surtout quand on sait que le jardin, c'est comme le deuxième espace le plus important chez les Français. Et le confinement les différents confinements successifs qu'on a eus nous confortent un peu dans cette lignée-là. Toute l'importance ici du coup d'une chambre avec vue, comme le disait Virginia Woolf, et je pense que c'est intéressant de voir de relire cet écrivain. En résumé, et je vais arrêter mes propos là, en fait je pense que pour vraiment espérer de faire de ces établissements de véritables chez-soi, il faut essayer d'adapter l'organisation pour favoriser une diversité de solutions, et ça je pense que c'est relativement important, et une diversité de solutions selon le contexte dans lequel on va se trouver. Et on va essayer de ne pas se fonder sur des présomptions de compétences que Fabrice Gzil abordait déjà il y a quelques années, mais plutôt de se fonder sur les compétences. Et c'est ce qu'on observe pas mal dans les études qu'on mène actuellement au Living Lab, c'est toutes ces notions-là qui en ressortent quand on pose la question tant aux résidents qu'aux professionnels et aux familles sur qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme EHPAD demain, enfin en tout cas comme architecture demain. Et je terminerai là-dessus vraiment sur cette sorte de ligne de conduite, et je pense qu'en conclusion, encore, d'un point de vue juridique et d'un point de vue citoyen, en fait, il s'agirait presque de passer du résident objet de droit à la notion d'habitant sujet de droit. Et là, je pense que ça va changer fondamentalement nos manières d'habiter et reposer, du coup, un certain nombre de problèmes sur la table. Juste, il y a un certain nombre il n'y a plus les diapos, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir sur le site que Fanny fait. Bah, vas-y, donne. Oui, enfin, il y a deux choses. Donc, pour ceux qui nous suivent, ils le savent déjà, mais donc on a à cœur de rendre visible et public l'ensemble des publications qu'on fait. Et on a particulièrement un blog qui s'appelle Un monde à part et dans lequel on rend visible l'ensemble de ce qui ressort de nos immersions en établissement. Ça s'appelle Chronique de l'absurdité institutionnelle, parce qu'il y a un grand pas à franchir et on a beaucoup à apprendre du vécu et des paroles des personnes qui vivent et travaillent en établissement. Merci. Merci Fanny, merci Kevin. Vous lisez au-delà du site, hein, vous avez produit ces derniers mois d'autres écrits sur lesquels on peut se référer. Et puis une fois de plus, on les reverra encore beaucoup. Faudrait qu'entre-temps, ils puissent bosser quand même et monter l'EHPAD de demain. Mais entre deux EHPAD de demain, ils viendront à chaque fois nous parler et alimenter les uns et les autres de leurs réflexions. On les a invités eux, mais on avait déjà invité Pascal Richter, par exemple, l'an dernier. Donc il y a Didier Salon, je sais, qui est dans la salle ici. Donc il y a des architectes qui vraiment maintenant